Je lance l'enregistrement. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle activité que nous avons l'habitude d'organiser ensemble avec vous, notamment les webinaires sur tout ce qui est question liée à la meilleure gestion de la commande publique et des marchés publics en particulier. Le thème de ce jour, la petite causerie, je l'appelle comme ça, de ce jour, que nous allons aborder est lié à la durabilité en marché public, principalement. Donc, les avantages à introduire les normes de développement durable et aussi les inconvénients et je dirais plus ou moins les risques, pour être beaucoup plus élégant, les risques liés à l'introduction de la durabilité. Déjà, je me présente encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis Akibouba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Le thème en ce qui le concerne, il est certain, vous convenez avec moi que c'est un thème d'actualité. C'est un thème d'actualité et qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive et aussi est de plus en plus abordé et je peux même aujourd'hui l'appeler l'étau qui se resserre. L'étau qui se resserre, pourquoi? Parce que davantage, on est en train d'introduire cette disposition-là dans nos législations nationales. Au niveau des directives des bailleurs, c'est déjà une évidence. Et c'est seulement ceux qui seront prêts à manier, ceux qui seront beaucoup plus outillés, ceux qui seront entraînés à manipuler de façon beaucoup plus agile, avec toute une dextérité, ces outils supplémentaires-là, qui seront en réalité les plus avancés et qui seront prêts pour cette introduction-là. Beaucoup plus coercitive qui va arriver plus tard parce que ça va être quelque chose qui va s'imposer progressivement. Déjà, il faut rappeler qu'on va faire 30 minutes. Normalement, c'est ce qu'on est censé faire. 30 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Et les questions vont venir de vous. Je vais essayer de répondre ensemble. On va débattre. Comme je l'ai dit, ça reste une causerie. Donc, les échanges seront très interactifs, je le souhaite. Vous allez lever les mains dans la discipline pour qu'on vous accorde la parole et vous allez poser vos questions et les enrichissements aussi que vous voulez apporter. Donc, on va aller dans ce sens-là très vite et on devrait finir en 1 heure. Donc, pour déjà annoncer par rapport au thème, la première chose que je vais vous dire, avant même d'aller sur les inconvénients, c'est de situer le contexte de la durabilité en marché public. D'où ça vient en fait? Il ne faut pas aller loin, ça vient des objectifs de développement durable, les ODD, qui aujourd'hui sont répercutés de façon opérationnelle et tactique sur la plupart de toutes les activités économiques que nous avons au plan mondial. Donc, les marchés publics aussi ont leur dose. Donc, il y a un héritage qui vient quand même des 17 objectifs de développement durable qui s'implémentent tant au niveau opérationnel que tactique. Ce qu'il faut noter ici, c'est que la durabilité, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas si nouvelle. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Beaucoup ont tendance à dire les nouvelles dispositions, maintenant il y a la durabilité dans les marchés publics. Non, la durabilité n'est pas si nouvelle qu'on le croit. Elle est juste mieux conceptualisée. Ça, je l'admets. Elle est maintenant conceptualisée et il y a maintenant des vecteurs d'intégration beaucoup plus clairs. Sinon, elle a toujours existé en fait dans les marchés publics. Elle a toujours existé, même si c'est de façon un peu sournoise au niveau de certaines clauses, de certains critères, mais elle a toujours en réalité existé. Et lorsqu'on parle de durabilité, on parle des trois piliers, hein. On parle du pilier social, du pilier économique et du pilier environnemental. Exprès, j'ai précisé ça selon cette hiérarchie-là parce que on a tellement parlé environnement que lorsqu'on dit durabilité, des gens ont directement tendance à passer à l'environnement de façon exclusive. Non, c'est assez réducteur. Ce n'est qu'un tiers. Ça ne fait que 33,33% des piliers de la durabilité. Ce sont les trois piliers. Et pour même les spécialistes en marché public, il y a un pilier, notamment celui économique, qui inquiète même beaucoup plus. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Donc, la durabilité n'est pas si nouvelle, en fait. Quand déjà dans vos dispositions antérieures,
vous prenez les dispositions, par exemple, sociales pour interdire tout ce qui a rapport avec les exploitations et abus sexuels, tout ce qui a rapport, par exemple, avec l'utilisation mal intentionnée des enfants, par exemple, de moins d'un certain âge, par exemple, sur les marchés du travail et autres. Tout ça sont des normes de durabilité. Le fait même que vous demandez à les entreprises qui sont en train de faire des travaux, dans leur cahier de charges, de bien vouloir arroser lorsqu'il y a des déviations, tout ça, c'est de la durabilité que vous avez toujours eu à faire, en fait. Donc, elle était déjà présente dans nos marchés, comme je l'ai dit, de façon vraiment sournoise, mais aujourd'hui, elle est plus conceptualisée. Et c'est ça qui fait le défi que les spécialistes en marché public ont à relever. Donc, de façon introductive, voilà ce que je peux déjà vous dire. Donc, on va aller sur les trois axes de la durabilité. Vous avez le premier axe de la durabilité. J'ai parlé de l'axe. Je vais prendre d'abord le plus premier, le pilier social de la durabilité. Le pilier social de la durabilité va permettre aujourd'hui d'atténuer les risques. Parce que il faut comprendre qu'en marché public, tout ce qu'on conceptualise n'a que pour objectif la réduction et l'atténuation des risques. C'est l'objectif principal. Donc, toute disposition que vous allez vouloir ajouter dans les marchés publics et qui n'a pas pour objectif et qui n'est pas en mesure de réduire les risques, n'a pas en réalité sa raison d'être. Toute disposition additionnelle en marché public ne doit viser que l'atténuation des risques. Il faut qu'on soit clair. Donc, les marchés publics, en fait, malgré tout le bien fondé que cela génère, les travaux, les fournitures, les services, que ce soit courant ou de prestations intellectuelles, dont les populations sont bénéficiaires aujourd'hui, il faut comprendre qu'elles viennent aussi, cette disposition de marché public avec leur lot de risques qu'elles génèrent. Et ce sont ces risques-là qu'on va tenter d'atténuer avec ces trois dispositions de durabilité. Donc, il faut comprendre que la durabilité, ce n'est pas un concept qui est là pour faire genre, comme on dit. C'est là pour atténuer des risques, en fait. Il faut le prendre comme un critère purement, comme un aspect purement technique. C'est un travail technique. Ce n'est pas un travail décoratif, c'est un travail purement technique qui est là pour atténuer les risques. Tout comme les autres critères d'un dossier d'appel ou d'un dossier d'appel à concurrence au sens large. C'est très important que ce mindset-là soit de plus en plus cultivé en ce qui concerne la durabilité. Donc, le pilier social, vous allez avoir tout ce qui a rapport avec l'atténuation des risques sociaux. Et ce qui est bien aujourd'hui, et vous allez le remarquer pour ceux qui travaillent sur les financements internationaux, que cela se fait à deux niveaux. Vous allez le faire à un niveau un peu plus stratégique. C'est-à-dire, lorsque vous prenez même un schéma de financement qui va avec un rapport d'évaluation d'un projet qui est financé par un bailleur, vous allez voir que le rapport d'évaluation même du projet va déjà tirer tout ce qui est disposition d'atténuation de risque à travers un document plus stratégique que nous connaissons, hein, qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. Donc, l'étude d'impact environnemental et social, c'est déjà une disposition qu'on prend pour atténuer les risques de façon stratégique sur un projet. Ou sur un marché, même au plan national, vous avez des travaux à faire. L'étude d'impact environnemental et social est là pour déjà permettre d'atténuer, d'appréhender et d'atténuer les risques sociaux qui vont avec les marchés. De façon plus opérationnelle, pour ceux qui travaillent avec les bailleurs, vous allez remarquer qu'il y a, et même au plan national aujourd'hui, c'est devenu une disposition qui s'impose. Vous allez remarquer qu'il y a ce qu'on appelle les normes de sauvegarde environnementale et sociale ou le cadre de gestion environnementale et sociale ou encore appelé disposition environnementale et sociale. Tout ça, c'est le même vocable en fait, qui est cette fois-ci contenu dans le rapport d'évaluation du projet, c'est-à-dire l'outil de gestion même du projet qu'on veut faire. Vous allez avoir toutes les dispositions d'atténuation de risques sociaux. Et maintenant, de façon beaucoup plus tactique, vous allez avoir dans le cahier de charges, que ce soit un dossier d'appel à concurrence, peu importe sa structure ou la typologie du marché, vous allez maintenant avoir un cahier des clauses environnementales et sociales à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a une déclinaison, ça part des études au rapport d'évaluation du projet qui va contenir des normes de sauvegarde environnementale et sociale et aussi des dispositions qui sont dans le dossier d'appel à concurrence même, qui vont toujours continuer de façon pratique à atténuer les risques sociaux, les personnes handicapées, la question du genre, la question liée à l'utilisation des enfants,
Les EAS, comme on les appelle, HS, EAS par HS, exploitation, abus sexuel par harcèlement sexuel. Les discussions qu'on prend dans ces marchés-là pour atténuer tous ces risques. Donc, voilà un peu le premier pilier au niveau de, de la durabilité, le pilier social. Le deuxième pilier, le pilier environnemental, qui est aujourd'hui très connu, et va aussi aller dans la même dynamique. Parce que je vous avais parlé d'études environnementales et sociales, donc le volet environnemental des études d'impact environnemental et social, qui va se décliner au niveau des normes de sauvegarde au niveau environnemental aussi. Vous allez avoir aussi tout ce qui a rapport maintenant avec les dossiers d'appel à concurrence, notamment les critères à l'intérieur environnementaux et aussi le cahier des clauses environnementales et sociales. Je vais revenir tout à l'heure sur la distinction au niveau des cahiers de charges même, parce qu'il faut voir ça en sous deux angles. Donc, à ce titre-là, vous allez avoir l'atténuation de tout ce qui est risque que le projet même génère ou l'activité ou le marché va générer en termes de dégâts sur deux milieux, le milieu biophysique et le milieu humain. Donc, qu'est-ce que le marché même va créer, le marché même en question, l'exécution du marché, quels que soient les bénéfices avec lesquels tout vient, quels sont les dégâts environnementaux et les dégâts, des incidences environnementales que cela va créer. C'est ça qu'on va tenter d'atténuer à travers les normes de sauvegarde et aussi à travers le cahier de charges. En ce qui concerne le cahier de charges, il faut faire attention. Vous allez avoir deux catégories. Parce que là, c'est beaucoup plus technique. Comme je l'ai dit, c'est la partie tactique de la chose. Donc, dans la partie tactique, on est beaucoup plus précis. Et cette précision-là va générer deux approches. Il y a l'approche des critères environnementaux, des critères sociaux sur les deux piliers que je viens de citer. Donc, vous allez avoir des critères, purement des critères qu'on va mettre dans le dossier d'appel à concurrence, qu'on va évaluer. Mais vous allez aussi avoir des engagements environnementaux et sociaux. Et très vite, les experts ont tendance à confondre critères environnementaux et engagements environnementaux. Dans les dossiers, vous avez parfois des engagements environnementaux qui doivent être respectés par peut-être l'entreprise ou les entreprises, mais vous avez aussi des critères. Parce que les engagements, vous allez les vérifier à la phase post-contractuelle, alors que les critères seront évalués lors de l'analyse des offres ou des plis, des plis, des propositions selon les cas. C'est clair. Donc, il y a une disposition ex ante en termes de contrat et il y a une disposition ex post. Donc, il y a des engagements. Et quand ces engagements-là ne sont pas respectés, quelles sont les conséquences? Il faut pouvoir mettre ça dans un cahier des clauses environnementales et sociales. Par exemple, en termes d'engagement, vous pouvez, par exemple, le fait, par exemple, que vous demandez à une entreprise en charge des travaux qui va faire un linéaire, je ne sais pas, de 100 mètres, je dis de n'importe quoi, qu'elle doit arroser 2 fois par jour pour atténuer l'impact environnemental lié à la poussière et tout cela, tout ce que ça va, les déviations vont générer. Ça, c'est un engagement environnemental que vous allez vérifier. Mais si vous le mettez, si vous dites que c'est un critère environnemental, comment vous le critérisez? Comment vous le mettez sur le critère? Comment vous l'évaluez? Vous ne pourrez pas l'évaluer en critère, en fait. Ce n'est qu'un engagement que vous pouvez vérifier. Vous ne pouvez pas le mettre en critère. Mais qu'il puisse vous fournir, par exemple, une certification environnementale, là, c'est un critère. Parce que c'est assorti d'un livrable que vous pouvez vérifier et aussi d'une source de vérification. Et je vais revenir sur cet aspect-là. C'est très important de faire la nuance générale. Et le troisième pilier de la durabilité qui est plus ou moins, excusez-moi du terme, mais le biscuit des SPM, c'est le critère économique. Parce que le critère économique, c'est le plus compliqué à gérer aujourd'hui au niveau des SPM. Parce que lui, il est plus technique que les deux autres. Le critère environnemental a son côté technique, par exemple, avec les émissions de CO2 qu'il y a à calculer. Lorsque vous devez calculer les émissions de CO2, c'est un travail purement technique. C'est le calcul qu'il faut faire pour les bonus et les malus. Les allocations pour l'empreinte carbone, les émissions de CO2, il faut les calculer. C'est un peu technique. Mais c'est encore plus technique au niveau de l'environnement. Pardon, de l'économique. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'économique, vous ne prenez plus en compte l'évaluation selon le prix, mais vous prenez en compte l'évaluation selon le coût. Et le premier danger à ce niveau-là, le premier risque ou avantage, je vais revenir sur ces aspects tout à l'heure, c'est que ça fait appel à un ensemble de critères que vous devez mettre dans le dossier et que vous n'avez pas forcément prévu. Et qui, attention, vont varier d'un marché à un autre. C'est-à-dire ces critères-là seront propres à chaque marché. C'est ce qui est délicat. Ces critères seront propres à chaque marché puisque c'est une disposition d'atténuation de risque.
Le fait que vous vouliez acheter un stylo et que vous mettez des critères d'évaluation selon le coût du cycle de vie, vous n'aurez pas forcément les mêmes critères que quelqu'un d'autre qui veut acheter le même stylo, peut-être dans un autre pays, dans une autre période ou dans un contexte donné. Donc, les dispositions d'atténuation de risque vont générer en fait les critères que vous allez mettre. Donc, cette disposition, c'est compliqué parce que vous allez avoir deux marchés de stylos, mais qui n'auront pas forcément les mêmes critères. Donc, la zone de friction avec la subjectivité est très fine. C'est pourquoi il faut faire très attention au niveau du coût du cycle de vie. Donc, vous avez le coût du cycle de vie qui va intégrer le coût d'acquisition d'un bien ou d'un équipement et son coût total de possession, ce que te coûte l'actif, même ce que te coûte l'actif, le posséder sur la durée de vie existentielle de cet actif-là. C'est ça qu'on va évaluer. Et le coût du cycle de vie, c'est le prix, pardon, le coût d'acquisition plus le coût total de possession. Mais attention, il y a aussi une confusion qui se fait. Beaucoup ont tendance à penser que le coût d'acquisition, c'est le prix. C'est pas vrai. Le prix est inclus dans le coût d'acquisition. Il y a des moments pour certains biens ou services, vous allez avoir le prix qui est égal au coût d'acquisition. Il n'y a pas de problème. Mais généralement, ce n'est pas le cas parce que si je dois venir vous vendre un téléphone portable, 100 000 francs, 100 000 francs, c'est le prix du téléphone portable, mais ce n'est pas le coût d'acquisition. Ne serait-ce que la partie coût d'acquisition, non. Parce que sur les 100 000 francs, j'ai dépensé du transport pour aller acheter le téléphone. J'ai acheté peut-être une puce. Sur le coup, j'ai acheté une puce. Il y a les frais de livraison. Il y a les frais même de peut-être que je vais former sur l'utilisation, la prise en main du téléphone. Tout ça, plus le prix d'achat, c'est ça qui va former l'acquisition. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire l'ensemble des coûts qui vont permettre de détenir l'actif au moment T0. C'est ça qui est le coût d'acquisition. Mais dans le coût total d'exploitation, dans le coût total de possession, c'est tout ce qui a rapport avec l'exploitation, avec l'utilisation. Tous les coûts que vont générer maintenant l'utilisation de l'actif. Ce qui fait que c'est ironique, vous allez trouver dans le coût d'acquisition, vous allez trouver par exemple, l'acquisition d'une carte SIM, mais vous allez trouver aussi tout ce qui a rapport avec les frais de gestion de la dite carte SIM là-bas en coût total de possession. Mais là-bas, c'était l'acquisition de la carte SIM. Mais ici, ce que ça te coûte de posséder cette carte SIM-là, si peut-être c'est une carte SIM où tu dois payer de façon mensuelle un abonnement, là, il faut le trouver dans le coût total de possession. Donc, il faut faire cette nuance-là entre le prix d'achat et le coût d'acquisition. C'est très important et ça, j'ai vu que c'était des dossiers que des gens se sont trompés là-dessus. Voilà un peu ce que je voulais vous dire maintenant sur les trois piliers de la durabilité. Maintenant, avantages et risques. L'avantage, le premier avantage qu'on trouve en durabilité, notamment économique, c'est que désormais, on arrive à mieux, on a des outils, on a des leviers pour mieux apprécier ce que quelque chose nous coûte dans la réalité. Avant, on achetait tout, on avait tendance à acheter et on se base sur le prix d'achat. Mais après, on a des problèmes parce que ça nous coûte cher de détenir quelque chose. Donc, on n'arrive pas à savoir sur le long terme qu'est-ce que cela nous coûte réellement. Et c'est ça que vient régler le coût du cycle de vie. Quand il est bien maîtrisé, il te permet de savoir cet actif-là sur 10 ans, il est à 500 francs en coût d'acquisition, mais il me coûte plus cher que celui qui est à 2000 francs en coût d'acquisition. Donc, la sélection va se faire cette fois-ci au niveau de l'évaluation financière. La sélection va se faire sur le prix, mais sur le coût du cycle de vie. C'est le coût du cycle de vie qu'on compare. C'est le coût du cycle de vie qui est comparé pour pouvoir donner les résultats de la proportion d'attribution. Donc, il va arriver des cas où on va attribuer à une entreprise qui a c'est-à-dire c'est l'entreprise qui a le meilleur coût du cycle de vie, mais sur la technicité déjà égale, qu'on va choisir. Et vous allez voir parfois que cette entreprise n'a pas le meilleur prix d'acquisition, le meilleur prix d'achat, le prix d'entrée n'est pas, il y a peut-être même parfois le deuxième ou troisième plus élevé. Mais quand on fait bien l'analyse selon le coût du cycle de vie, il est le moins cher sur 10 ans. Et ça, c'est ce que nous constatons nous-mêmes aujourd'hui avec même nos acquisitions domestiques. Quand vous voulez acheter quelque chose, ne serait-ce qu'un moyen roulant que vous voulez acheter, vous avez tendance à dire, ça coûte combien? Ça coûte 25 millions, d'accord. Mais attention, la vidange là va me coûter combien? Ça, vidange, c'est à combien? Est-ce que cet entretien coûte combien?
quel type de carburant on utilise? Est-ce que c'est de l'essence? Est-ce que c'est du E85? Est-ce que c'est un hybride? Est-ce que c'est de l'électrique? Pour voir, en fait, vous ne vous focalisez pas uniquement sur le prix d'achat, mais vous vous demandez ce que ça va vous coûter, en fait, sur le long terme. Donc, c'est légitime. Mais si vous le faites de façon domestique, c'est ça, au fait, que les marchés publics aussi font, en réalité. Donc, c'est le premier avantage. Ça va nous permettre de réduire, en fait, tout ce qui a rapport à la dépense publique. Donc, ça fait des économies sur le long terme pour l'acheteur public et pour le pays, pour la dépense publique. C'est très important. C'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est le fait qu'il va vous permettre de générer des fournisseurs sérieux. Quand les normes de durabilité sont bien utilisées, ça vous permet de générer, en fait, d'être sûr d'attirer des fournisseurs sérieux. Parce que très peu de fournisseurs ont, sont conformes aujourd'hui, arrivent à se conformer à certaines exigences durables. Attention, c'est un avantage, mais vous allez voir que ça va générer un risque aussi, que je vais citer tout à l'heure. Donc, ça va vous permettre d'attirer les meilleurs fournisseurs et ça va même aller jusqu'à renforcer votre branding institutionnel. Pourquoi? Parce que l'entreprise qui a tendance à travailler intelligemment et prudemment, je répète, intelligemment et prudemment, avec les normes de développement durable, va attirer non seulement des fournisseurs sérieux, mais va aussi renforcer son branding institutionnel parce que cette entreprise-là sera plus sérieuse. Une entreprise qui est beaucoup plus verte en termes de durabilité va renforcer sa notation risque et va faire que cette entreprise-là sera de plus en plus conforme elle-même à certaines exigences environnementales. Parce que tu ne peux pas exiger de l'autre, parce que tu ne peux pas être bon et ne pas attirer des bons fournisseurs. Ça va le faire. Hein? Tu es bon, tu es bonne autorité contractante, tu es bon emprunteur, tu vas attirer de bons fournisseurs également. Donc, ça l'avantage en fait, ce qui fait que ça reste une camisole de force pour les deux parties, hein, tant pour les entreprises que pour l'autorité contractante. Voilà. De l'autre côté, ça va permettre de régler les inégalités et les disparités sociales. C'est un excellent levier. Quand il est très bien utilisé, c'est un excellent levier pour régler les disparités sociales. Vous n'imaginez pas à quel point c'est un puissant levier. Toutes les disparités sociales qui existent, on essaye à travers les normes de développement durable, notamment le pilier social, de régler cela pour pouvoir atteindre un meilleur équilibre social. Les risques opérationnels. Je le disais tout à l'heure, tout ce qui a rapport avec les questions de durabilité, on les critérise. C'est-à-dire, ce sont des critères. Mais ces critères-là, plus vous les utilisez, plus ça atténue les risques. Donc, quand vous utilisez des mesures de durabilité dans vos marchés publics, ça vous permet de facto de réduire tout ce qui est risque opérationnel lié au marché. Tous les risques opérationnels se voient en même temps maîtrisés. C'est l'avantage au niveau de la durabilité. Donc, voilà hein, quelques aspects que je peux vous dire déjà par rapport aux avantages. Allons maintenant sur les risques. Allons sur les risques. Déjà, il faut qu'on comprenne quelque chose. L'intégration de la durabilité dans les marchés publics, ça ne doit pas être un slogan. Ça ne doit pas être un slogan. C'est vraiment un élément de transformation de la commande publique. Il faut que ça cesse d'être un slogan. Non. C'est vraiment quelque chose, un levier de transformation qui doit agir sur le plan économique, environnemental et social. Certes, ça va atténuer les risques, mais on va pouvoir, à la fin de l'exécution de vos marchés, voir les bénéfices que cela a généré et le caractère différentiel avec les marchés qui n'ont pas utilisé les critères durables. Il faut qu'on comprenne que c'est cela. La première chose qu'il faut éviter, le danger qui vous guette quand vous utilisez les normes de développement durable dans les marchés, c'est qu'il faut éviter d'introduire des exigences-là sans analyse de marché. C'est ce qui est délicat que beaucoup font. Les gens ont tendance à vouloir utiliser des critères durables, d'accord. Mais est-ce que ton marché peut répondre à ça? Sinon, tu vas rentrer tout à l'heure dans l'infructuosité. Tu vas lancer des marchés avec des critères exagérément durables et tu te retrouves pas automatiquement avec des entreprises qui ne soumissionnent pas. Hein? Ou des entreprises qui soumissionnent mais qui n'arrivent pas à respecter ces exigences-là et tu es obligé de les éliminer au nom des critères que tu as mis. Parce que parfois, parce que n'oubliez pas, hein, quand je parle de critères, vous avez deux manières de critériser les normes de développement durable. Vous pouvez le faire à travers l'offre la moins disante. Et ça, c'est ironique. Hein. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas utiliser les critères de durabilité dans l'offre la moins disante. C'est pas vrai. On peut utiliser la durabilité, les critères de durabilité dans une offre la moins disante. Jusque si vous l'utilisez, il faut être sûr
que ces critères-là sont réalisables, atteignables. Sinon, un seul critère qu'une entreprise ne respecte pas en offre la moindre, on l'élimine. Ce qui fait que le risque d'infructuosité est encore plus fort. Alors que si c'est sur les critères notés, ça peut lui donner 0 points sur un critère, mais ça ne l'élimine pas de la course parce que c'est un barème là-bas. C'est la notation par barème. Juste que ça peut l'empêcher à terme d'avoir la note minimale fixée dans le dossier d'appel à concurrence. Si c'est 70%, ça peut l'empêcher d'avoir les 70%. Donc, quand vous utilisez les critères de durabilité et que vous êtes dans une offre la moins disante, il faut encore faire plus attention parce que le risque d'infidélité est nettement plus grand là-bas. Vu que vous avez des critères binaires, c'est du oui ou du non. Un seul critère non respecté élimine totalement l'entreprise de la course. Donc, le risque est encore plus grand. C'est très important que je le rappelle. Donc, c'est très important de connaître votre marché, de savoir quelles sont les PME, les PMI, les entreprises de grande taille que gèrent, et quelles sont les exigences, quel est le niveau des niveaux de respect des exigences durables. C'est très important de le savoir. Et c'est ce que moi, j'ai trouvé très intéressant avec une approche de la Banque mondiale qui est entrée en vigueur en février 2025, qu'on appelle le Early Market Engagement. L'engagement précoce des marchés publics permet normalement de régler cette question. Parce que l'engagement précoce des marchés publics permet même à l'autorité contratante de se rendre compte qu'en fait, les critères qu'elle est en train de vouloir utiliser là sont soit obsolètes, sont peut-être même pas compatibles avec le marché, et de les réajuster avant de lancer le dossier d'appel à concurrence. Donc, ça réduit toutes les marges d'infructuosité, même au niveau de la question de prix et autres. Donc, ça, c'est quelque chose comme une approche, c'est une approche très intéressante que la Banque mondiale a introduite à partir de 10 millions de dollars. Mais les pays n'ont pas encore cette approche-là. Certaines AC vont l'expérimenter parce qu'elles sont sur des projets bailleurs. Donc, le Early Market Engagement, pardon, permet de régler cette question d'analyse de marché. Et quand elle est additionnée intelligemment à des outils d'analyse de marché de risque comme la PPSD, PPSCL et autres, ce n'est que du bonheur. Donc, faites attention. Vous devez connaître votre marché avant d'être sûr que les critères de durabilité que vous allez utiliser vont être compatibles avec. Deuxième risque, ça je l'ai déjà dit hein, au début, c'est de confondre la durabilité et les exigences environnementales. Les gens ont tendance à penser que durabilité, ça veut dire exigence environnementale. C'est assez réducteur. La durabilité inclut tant l'environnement, le social et l'économique. Ce sont les trois piliers. C'est très important de le dire. Donc, beaucoup ont tendance, quand on parle de durabilité, à se limiter aux critères environnementaux, à des critères verts. Non, il n'y a pas que ça. Il y a des critères sociaux et il y a aussi des critères économiques, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Troisième grand danger que je vois, je pense que je vais vous citer 7 risques. Le troisième gros risque, et pour moi, il est même le plus dangereux, c'est de mal calibrer les critères. Oh là là. Parce que, vous savez, il y a 3 éléments, il y a 3 étapes à franchir avec la durabilité. Ce sont des étapes vraiment qui ne sont pas en réalité très visibles, mais qui sont très sournoises à l'intérieur. Ce sont 3 exigences derrière qu'il faut maîtriser pour réussir ça. Un, c'est qu'il faut savoir quels critères on définit. D'accord, tu veux faire de la durabilité, mais quels critères tu définis pour y arriver? Quels sont les critères? Comment tu définis les critères? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, tu as fini de définir les critères. Quels sont les points et les poids que tu leur donnes? Les barèmes que tu donnes aux 10 critères. Et le troisième, c'est comment est-ce que tu vérifies cela? C'est facile de dire, je mets les critères en place. Je donne des poids. Mais comment tu vérifies que ces critères sont respectés? Donc, il faut des éléments de vérification, il faut des sources de vérification. Pardon? Il faut des sources de vérification. Donc, mal calibrer les critères notés, vous êtes forcément mal parti. Donc, la pondération va vous conduire dans des contestations et des litiges. Quand le point fini. Mais les critères notés ici, il faut dire quelque chose que vous allez avoir dans vos discussions de durabilité si c'est ce que vous utilisez. Ce ne serait basé que sur quelque chose que j'ai déjà dit. Hein. C'est la cartographie des risques qui permet de faire ça. Parce que si tu définis 5 critères, je dis de n'importe quoi, 5 critères, ce n'est pas critère 1, 2, 3, 4, 5. Non. Pardon. Les 5 critères ne sont pas 1, 2, 3, 4 et 5. C'est plutôt premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Alors là, ça fait toute la différence. Et celui qui est premier
Il est primé parce que le risque qu'il lui atténue est plus grand. Il intente d'atténuer le risque le plus puissant. C'est pourquoi il est premier. Et ainsi de suite. Jusqu'au risque le moins puissant, ce qu'on appelle le risque le moins critique. Donc, plus un critère est au premier rang, plus le risque qu'il intente d'atténuer est plus fort. Donc, c'est la hiérarchisation de vos risques environnementaux et sociaux que vous voulez atténuer qui va vous permettre de définir les critères. C'est très important que cette dynamique-là soit très bien comprise. Parce que vous ne pouvez pas réussir une notation de critères si vous avez mal défini les 10 critères. Ce n'est pas possible. Et il faut aussi des sources. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas dire, par exemple, comme critère, vous allez appliquer peut-être, je sais pas, un malus dès que quelqu'un atteint tel nombre de kilogrammes de CO2 d'émission. Mais d'accord, comment tu fais pour vérifier ça? C'est ça la réalité. Comment tu fais? Je disais récemment aux gens, même sur les marchés de prestations intellectuelles, vous savez, on utilise la durabilité. C'est même l'un des plus anciens leviers de durabilité qui existait d'ailleurs. Imaginez, vous voulez utiliser la durabilité et vous dites que le consultant, je suppose sur un marché de prestations intellectuelles, les consultants qui seront utilisés sur le marché de prestations intellectuelles, on peut voir même leur empreinte CO2, hein, vous savez ça? Si par exemple c'est un appel d'offres international et que le consultant doit quitter les États-Unis, dans sa proposition, le, le candidat a trois consultants qui doivent quitter les États-Unis, par exemple, alors que l'autre, il a trois candidats qui doivent quitter, par exemple, un pays voisin, un pays de l'UEMOA, je dis de n'importe quoi, ou un pays de l'espace CEMAC. Je sais que les deux sont là. Celui qui va, en fait, faire venir ses consultants des États-Unis va être pénalisé que celui qui amène ses consultants du pays d'à côté du pays qui est dans le même espace que nous. Pourquoi? Il suffit d'utiliser l'empreinte CO2. Parce que celui qui va quitter les États-Unis, n'oubliez pas qu'il va prendre l'avion. Donc, il faut savoir déjà, quand il va quitter les États-Unis pour venir dans ton pays travailler, quand il prend l'avion, quel est en fait le nombre de kilogrammes de CO2 qu'il dépense? Parce qu'il va prendre un avion. Et aujourd'hui même, on peut même parfois demander pour justifier ça les billets d'avion, les réservations de billets d'avion de ces personnes-là. Parce que quand vous réservez un billet d'avion, vous avez en même temps ce que vous coûtez à la planète, c'est écrit en bas. C'est une excellence internationale aujourd'hui. Vous allez regarder en bas des billets d'avion. Et c'est vérifiable. Donc, si quelqu'un vous dit que la personne va venir avec un Airbus à 350 000, ou il vient avec un Boeing 787 dans sa réservation, mais c'est très facile de savoir. Donc, même s'il il est parti truqué, il suffit d'aller sur l'indice de l'ICAO, vous tapez vol New York, Cotonou par exemple, peu importe s'il y a un transit ou pas, vous mettez New York, peut-être, je sais pas, New York, Addis Abeba, Cotonou, et vous voyez les deux types d'appareils qui sont utilisés, vous pouvez savoir automatiquement ce que lui coûte en CO2. C'est automatique. Alors que si l'autre quitte, peut-être, je sais pas, la Côte d'Ivoire pour le Bénin, il va peut-être utiliser quoi, un Airbus A320 ou c'est pas un 737 max, ou peut-être même un Havilland. Et vous pouvez avoir aussi ce que ça coûte aussi. Et vous pouvez comparer. Mais le problème, c'est que cette comparaison est très utile, mais elle est aujourd'hui un peu contestée. Pourquoi? Parce qu'on estime que celui qui, j'ai pris un cas facile, mais celui qui devait quitter par exemple Lomé pour Cotonou, lui, il peut prendre la route, il peut prendre une voiture, le modèle de voiture et tout, on peut calculer ça aussi. Eh bien, Cotonou. Mais celui qui a quitté les États-Unis, mais il peut prendre de voiture. Tu veux qu'il prenne de voiture comment? Donc, tu peux pas les. Il va falloir que les deux soient avec les mêmes moyens de transport et les mêmes amplitudes pour que tu puisses vraiment, que ton critère là soit vraiment juste. Sinon, tu vas les empêcher, tu vas faire de la disparité. Et celui-là va porter plainte pour dire oui, mais tu m'as pénalisé sur l'émission de CO2, mais j'ai pas le choix. Je ne peux venir qu'en avion. Je ne peux pas venir en route. Je ne peux pas utiliser la voiture en route. Donc, on voit un peu les risques qui vont avec. C'est pourquoi il faut faire attention aux critères que vous utilisez et la manière dont vous les calibrez. C'est très important. Sinon, vous allez prendre des dossiers d'entre qui ont fait les critères notés, vous mettez chez vous des critères durables, vous appliquez, vous avez des litiges. Parce que ce n'est pas le même contexte. Il faut faire très attention à l'utilisation des critères notés et l'utilisation des critères durables. C'est très important. Donc, ça fait vraiment vous créer beaucoup de litiges. C'est très dangereux. Et c'est pour ça que beaucoup de SPM aujourd'hui sont toujours en train de repousser les champs d'utilisation, hein, parce que certains ont beaucoup plus vu les risques que les avantages. De l'autre côté, il faut faire attention avec l'ajout des exigences disproportionnées. On va exiger tellement de normes ISO, des écolabels sur des produits,
la norme TCO, ce sont des exigences de certification parfois très lourdes. Je ne sais pas si les gens en ont conscience. Pourquoi? Parce que la première incidence, c'est que ça va exclure les PME. Automatiquement, ça va exclure les PME locales. Donc, il y a des critères de durabilité. Si vous les mettez aujourd'hui, ça va exclure toutes vos PME locales. Il n'y a rien à faire. Alors que vous êtes dans une disposition de durabilité, c'est ça qui est ironique. Vous allez avoir des dispositions environnementales que vous mettez dans votre dossier, qui excluent automatiquement vos PME. Que les dispositions de durabilité économique vous demandent d'encourager l'accès des en fait une tradition. Donc, c'est ironique. C'est-à-dire que vous-même utilisez la durabilité pour contredire le point de la même durabilité. Donc, il faut faire attention à cette dextérité-là que vous devez utiliser. Sinon, ça va exclure automatiquement les PME. Et ce sont les entreprises étrangères qui sont à des niveaux d'exigence qui vont pouvoir solutionner. Ça va exclure uniquement toutes vos PME. Donc, il faut faire attention aux critères que vous utilisez et aux exigences que vous mettez pour les évaluer. C'est très important aussi de tenir compte des normes nationales et de les équilibres. N'allez pas n'allez pas demander des certifications dont vous n'avez pas les répondants au plan national. Parce que ce n'est pas parce que vous demandez une certification ISO, par exemple, pour le management environnemental, la 14001, que si une entreprise nationale n'a pas ISO 14001, elle est automatiquement exclue. Elle a peut-être même, parce que n'oubliez pas, vous demandez ISO là, c'est un livrable pour l'équivalent. Donc, il y a peut-être une certification nationale qu'elle a, qui est une certification nationale, qui réserve le même niveau d'exigence et qui est son équivalent. Vous ne pouvez pas l'éliminer pour ça. Ah, parce qu'elle n'a pas ISO 14001. Donc, il faut faire attention à ce niveau. Les éco-labels, l'énergie, star, tout ça, il faut faire très attention. C'est bien beau qu'on mette ça pour montrer que son marché est, mais attention à cela. L'absence d'outils de preuve vérifiables. Vous demandez souvent pour ces critères-là, mais vous les vérifiez comment pendant l'évaluation, pendant l'exécution. Quel élément? Il faut éviter de mettre des critères quand vous n'avez pas d'éléments de vérification, de choses de vérification. Sinon, des gens vont vous fournir des éléments, vous ne serez même pas en mesure d'évaluer, vous allez dire oui, c'est bon, non, c'est mauvais. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'en amont, vous n'avez pas mis les sources de vérification et les preuves de vérification. Et c'est dangereux parce que si jamais vous arrivez à l'évaluation et que c'est là que vous vous rendez compte de vos dégâts et que vous tentez d'utiliser une source de vérification, ça peut être contesté. Donc, il faut connaître les sources de vérification officielles, les sources de vérification et les livrables qui doivent être fournis. Vous devez les mettre en amont dans le dossier d'appel à concurrence. Faites un tableau aussi, il le faut, et créer la partie livrable source de vérification. L'entreprise qui soumissionne, si ce critère-là, elle sait qu'elle serait évaluée comme ça, et voilà les éléments, voilà la source de vérification internationale qu'on va utiliser. C'est comme les questions de monnaie. Généralement, on utilise les sources de la Banque centrale dans notre dossier d'appel à la concurrence. C'est la même chose en durabilité. Il faut des sources aussi. L'indice carbone, qu'est-ce que vous allez utiliser pour calculer? Tout ce qui est source, il faut pouvoir le mettre clairement. C'est très important. Et de l'autre côté, il faut éviter, et ça, c'est la tendance. Tout le monde veut montrer que son marché est vert de plus en plus pour obtenir des financements, des crédits carbone. Oui, d'accord. Il faut que ce soit dans le réel. C'est-à-dire, il ne faut pas faire semblant d'être vert. Il ne faut pas faire semblant d'être durable. Il faut l'être vraiment. Dans une dynamique vraiment d'atténuation du risque en marché public. Et il y a des autorités contratantes aujourd'hui sur des marchés qui font semblant d'être verts. Quand vous regardez les critères, c'est en fait ce moi j'appelle des critères de décoration. Ils mettent des critères durables qui sont en fait de la décoration. C'est de la pure décoration. Pure décoration. Et c'est ce qu'on appelle même dans le langage international le greenwashing. Le greenwashing, c'est de verdir un marché, c'est de paraître vert alors qu'on ne l'est pas en fait. C'est ça qu'on appelle le greenwashing. Donc, il faut éviter cela sur le marché. Soit vous décidez de ne pas vraiment mettre des exigences de durabilité et vous assumez. Ou si vous voulez vraiment les mettre, il faut les mettre dans une situation purement technique. Pas seulement parce que vous voulez paraître durable. C'est très important. Très important. Point 6, il faut éviter de banaliser la formation des équipes. Vous êtes en train d'introduire les normes de développement durable, mais au même moment, vos experts ne sont pas formés à ça. Comment ils vont faire ça, vous pensez? Ils ont toutes les chances de se casser la gueule. Donc, quand vous assumez ça, ça vient avec la formation des agents. Il faut vraiment les former. Et ça, c'est au plan national que tu dois prendre. C'est au plan national, il faut les former. Il faut leur donner les outils pour y arriver. Il faut modifier et adapter les dossiers types pour qu'ils puissent réussir. Sinon, ils vont passer à côté. Et bonjour les dégâts, chaque jour, vous allez vous retrouver devant le comité de régulation à cause des contestations des critères environnementaux, sociaux et économiques. C'est très important. Donc, il faut vraiment former les équipes à ce niveau-là. Et le dernier aspect, c'est de feinter le coût du cycle de vie. Je vous en prie.
C'est quelque chose que vous pouvez vraiment. Le plus important, c'est de le maîtriser. Moi, j'en parle avec aisance parce que je l'ai plusieurs fois pratiqué et je l'enseigne aussi. Mais quand on le comprend, il est facile. Il est très facile. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué beaucoup de FM évitent le cours du cycle de vie parce qu'ils se disent cette histoire-là, c'est compliqué. L'entreprise va me dire que tel cours, c'est tel. Comment je fais pour vérifier? Il a peur même d'entrer dans le cours du cycle de vie. Il se dit, c'est vrai. Honnêtement, ça va nous permettre de faire de l'économie sur le long terme. Mais l'histoire là, si je mets ça et que ça me crée des problèmes, je vais finir devant l'autorité des régulations. Ce qui fait que le gars, il contourne et revient, il fait son analyse selon le prix finalement. Qui n'a pas de contraintes, il continue pas à analyser selon le prix. Donc, commencez par analyser selon vraiment le coût du cycle de vie. C'est très important. Donnez-vous les outils, que le système national vous aide à avoir les outils pour vraiment analyser convenablement selon le coût du cycle de vie. J'ai fait de longues propositions aux États dans cette dynamique-là. J'en ai fait encore, je pense, récemment, quand j'étais en N'Djamena. Peut-être qu'il y a ceux avec qui j'ai travaillé au Tchad m'ont suivi ici sur la durabilité. Ceux avec qui j'ai travaillé à Dakar aussi là-dessus. Je vais le faire avec les gens aussi à Cotonou bientôt. Tout. Il est très important que ces aspects-là soient modélisés. Parce que le coût du cycle de vie, quand vous commencez par calculer à un moment donné, c'est de la mathématique financière. Et ça fait peur au SPM. Vous avez beaucoup de personnes qui sont juristes. Les gens même sont partis faire marché public. Ils ont fait le droit, ils sont partis faire marché public là. C'est même pour fuir les calculs. Maintenant, il vient là-bas, on lui dit que le coût du cycle de vie là, c'est calcul pur, c'est de la mathématique financière avec les coefficients d'actualisation et tout, les tableaux. Quand il regarde ça, il se dit, mais merde, dans quoi je me suis fourré? Et il va tout faire pour éviter ça. Mais non, le plus important, c'est que nous, les enseignants surtout, on doit essayer de modéliser ça pour que ce soit facile pour lui. Et on augmente toujours le niveau d'efficacité. Donc, on peut modéliser. On peut démarrer les modèles avec une feuille Excel. C'est possible aujourd'hui. Ce qui fait que, selon les marchés, à l'évaluation, ils vont mettre les données et ça génère en même temps les coûts du cycle de vie selon les paramètres définis. Donc, il n'aura plus vraiment à aller calculer 1 sur 1 plus N, année 1 sur 1 plus T, année N, année N plus T, année N. Tout ça, c'est compliqué pour certains. Donc, il faut modéliser ça pour que tout ce que vous voyez comme schéma de mathématiques financières complexes là retourne en back-office, retourne en back. Et que ce soit les données simples qu'on voit devant et que cela génère le coût de cycle de vie. Et que ce soit non seulement modélisé, mais validé au plan national comme le modèle qu'on utilise aujourd'hui. C'est bel et bien possible. Ça va permettre au SPM vraiment d'avoir beaucoup plus confiance et d'aller plus aisément dans le coût de cycle de vie. Sinon, ils vont toujours faire ça. C'est de la mathématique financière et tout. Quand on vous le démontre ici, beaucoup de SPM me disent, mais ce que tu es en train de dire là, on a compris, hein. Et moi, j'ai même compris ça parce que je suis matheux. Parce que j'ai fait la série des. Il y en a qui te disent, bon, ce que tu as dit là, moi, je n'ai jamais utilisé ça, je ne comprends rien. Pour moi, c'est financier. Parce que ça, c'est le coût du cycle de vie. Donc, sauf que moi, je ne tente jamais d'appliquer ça. Parce que je n'y comprends rien. Je comprends que c'est ce qui devrait se faire, hein, selon le coût du cycle de vie pour calculer pour analyser. Mais moi, je ne compte pas faire ça parce que cette histoire-là, je n'y comprends rien. Il y a de la mathématique financière, il y a des coefficients d'actualisation, il y a les entretiens qu'il faut mettre. Il y a même ce qu'on appelle, il faut même utiliser, parce qu'il faut actualiser tous les coûts futurs et les ramener à à la période d'évaluation. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut même retirer à la limite après les valeurs résiduelles. Comment? Parce que quand vous faites tous les coûts, il faut retirer la valeur résiduelle avant d'avoir le cycle de vie. Quand vous expliquez ça à quelqu'un qui n'a pas fait les maths et qui n'est pas dans les chiffres, c'est compliqué pour lui, c'est l'hécatombe pour lui. Donc, c'est à nous, les formateurs, à l'État aussi de prendre ses responsabilités pour modéliser cela, que ce soit simple, que ce soit juste un modèle dans lequel le SPM va insérer les données, tout cela, et ces données-là sont justifiées par des sources. Pourquoi on a choisi une coefficient d'actualisation? Est-ce que c'est par rapport au taux directeur de la Banque centrale? Est-ce que c'est par rapport au taux d'inflation ou autre? On regarde tout ça et on met les éléments. Ce qui fait que le SPM, même qui est juriste, il va facilement mettre les éléments et ça lui génère tout cela selon le modèle qui serait déjà préétabli. Et ça fait que c'est plus facile pour lui d'aller à l'évaluation et même aussi au moment de la fonction d'évaluation. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, chers amis. J'ai été un peu long, certes, mais c'est très important qu'on puisse aborder cela. Il y a nettement plus que ça, hein. C'est une formation très complète. Parfois, on fait cette formation-là même en 2 semaines, dans le détail. Mais si c'est un webinaire, j'ai essayé même d'être un peu plus long pour vous permettre d'avoir les éléments. Je vais vous remercier de votre patience, de votre disponibilité. Vous êtes un peu nombreux là. Maintenant, la parole est à vous. Levez la main si vous voulez vous prononcer et je me ferai le plaisir de répondre à vos préoccupations très rapidement. Merci beaucoup. Je vous écoute.
Pour ceux qui veulent poser des questions dans le chat, je vais voir déjà. Il n'y a pas encore de questions dans le chat. Je peux supposer que certains sont dans des environnements professionnels ou autres. Ils ne peuvent peut-être pas déclencher le micro pour se prononcer. Donc, ils peuvent écrire dans le chat. Il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui veulent se prononcer de façon verbale et audible, ils lèvent la main juste et nous, on déclenche le micro pour lui et il peut se prononcer. Merci. Je vous écoute. Merci beaucoup, HP. Mais je tiens souvent vous savez, je rappelle souvent aux personnes, je ne sais pas si c'est fait exprès, il faut éviter quand vous êtes en ligne aussi de garder des noms de terminaux. Je ne sais pas si ici on vous permet, l'outil vous permet de vous renommer. Oui, il faut toujours mettre vos noms parce que quand on doit savoir c'est HP, c'est parfois l'autre c'est Techno S, Techno Temps, tu ne sais pas qui est derrière. J'ai souvent vu ça lors des réunions, c'est pas quelque chose qui vous avantage forcément. Donc, sur des réunions, c'est très important de mettre généralement vos noms pour qu'on vous retrouve aisément. Et ça permet de garder vos noms. Dans un autre contexte, je peux me dire, attention, cette personne-là, ce nom que j'entends là, je crois l'avoir eu lors d'un webinaire et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Sinon, vous êtes en anonyme, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Là, maintenant, si je dois vous parler, je dois vous dire monsieur HP ou madame HP, je ne sais pas quoi dire d'autre. Voilà un peu. Il faut avoir tendance à vous renommer quand vous êtes sur ces outils comme Zoom et Teams et autres. Merci. Bon, iPhone de Franck Michael, ça passe encore parce qu'on a Franck Michael. Donc, il faut faire l'effort de bien vous nommer. C'est beaucoup plus sérieux. Puis voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bon, je suppose que c'est monsieur, hein, monsieur Lompo Nundia Sherman. Très beau prénom en plus. Nettement mieux que HP, vous convenez avec moi, n'est-ce pas? Donc, allez-y, mettez généralement vos noms et ça va être bien. Je vous écoute. Visiblement, vous n'avez pas de questions. Est-ce que soit vous n'avez rien compris de tout ce que j'ai raconté, soit vous avez compris, soit ça vous a même dissuadé, je ne sais pas. Dites-moi, on a encore quelques minutes. Ceux qui veulent se prononcer peuvent demander. Il faut faire réaction. Vous levez la main dans la réaction et moi, ça va notifier. Moi, je vais déclencher votre audio. Vous voyez ce que je dis? Il y a près de 5 personnes qui sont HP. Puis, il y a PC, il y a tout, hein. D'accord, je pense qu'il y a ANPE qui a levé la main. Si je vois bien, je dois avoir, je crois que j'ai vu ça. Est-ce que j'ai vu ANPE? ANPE, vous pouvez déclencher votre micro. Merci, monsieur. Bonjour, Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. monsieur. Oui, avant tout propos, je voudrais vous remercier pour la présentation parce que le thème a été bien présenté. Ça nous a fasciné. Je vous remercie pour ça, pour cela. Mais je voudrais personnellement vous dire, moi, mes préoccupations parce que avant de d'élaborer ou bien de dire, de prévoir les risques, il faut quand même pouvoir cartographier les risques, connaître les risques qui sont inhérents. C'est-à-dire, lorsque je prends un marché de travaux, il faut pouvoir connaître les risques qu'on peut avoir, on peut déterminer, on peut avoir dans ce marché. Non?
la cartographie ou la détermination des risques, que ce soit des risques environnementaux, des risques sociaux ou des risques économiques, il faut pouvoir les déterminer, les cerner, les connaître avant de prévoir des critères pour les éviter. C'est moi, mon inquiétude souvent, lorsque je prends le marché, c'est ce que je n'arrive pas à cartographier, à reconnaître tous les risques dans tous les aspects, que ce soit économique, et environnemental et économique, environnemental et social. Donc, c'est ce que je voudrais vous demander, de nous aider à appréhender, à cartographier les risques. Je vous remercie. D'accord. C'est quel nom, quel pays? On a vu ANP, on suppose que c'est une structure. Quel nom pour votre identité, votre pays? Moi, c'est Aoku Stanislas. Aopo. Stanislas Cotonou, Bénin, D'accord. et chef cellule contrôle marché public de l'ANPE du projet Prodige. Ah, d'accord. Ok. Chef cellule contrôle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aopo. Je vous en prie. Je vais vous répondre. HP, il y a un des HP qui a levé la main. Il peut se prononcer, on lui permet d'activer son micro. HP, allez-y. Votre micro est coupé. Activez, s'il vous plaît. Voilà, c'est Voilà. bon? Merci. C'est bon, on vous entend. Voilà, en réalité, c'est l'appareil est récent. C'est pour ça que je n'ai pas pu renommer le nom. C'est moi qui suis Lompo Nunja Sherman. Je suis Ah, c'est vous. Ok, burkinabé. monsieur Rambo. D'accord. Voilà, Parce que je vous êtes suis nombreux, hein, vous êtes plusieurs HP là. Je ne sais pas qui est qui. exactement. Oui, en fait, quand on s'est Allez-y, connecté, monsieur ça ne Lombo. nous a pas permis. Voilà, donc je suis burkinabé, mais actuellement, je suis aux îles Comores. J'ai bel D'accord. et bien apprécié l'exposé. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir montré les différents critères social, environnemental et économique. Moi, ce que je voulais demander, est-ce qu'il est possible qu'on ait les trois dans un seul dossier? Parce que j'ai toujours vu, on a toujours vu, comme vous l'avez dit, le terme durabilité existait, mais il n'était pas mis en exergue. Sinon, la plupart du temps, on utilisait toujours les critères environnementaux, souvent les critères sociaux, mais le critère économique, j'avoue que je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas faire la différence, mais c'est rare qu'on en parle. C'est rare. C'est toujours le coût d'acquisition, mais on ne cherche pas autre critère à ajouter. Juste ça. Donc, en tout cas, c'est très bien. Moi, j'ai encore bien apprécié. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'on ait les trois critères dans un seul dossier? D'accord. Merci. C'est bien reçu, monsieur Lombo. Merci. Merci beaucoup, monsieur Lombo. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Monsieur Sonayon Hubert Sounouveau. Je vous cite là, je vous lis, hein. Pour ma part, vous avez été très clair. Infiniment merci, cher expert, pour ce noble et passionnant travail que vous faites. Merci également à vous. Toutefois, si on peut avoir la communication en document, ce serait très bien. Une fois encore, merci. Vous avez donné votre mail. Bon, le principe des webinaires, je pense que pour ceux qui me connaissent, je ne lis pas de documents. Vous-même, ça vous fait sourire parce que je vous vois en vidéo là. Pour ceux qui me connaissent, je lis très peu. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est pas que je lisais, j'expliquais. Donc, la vidéo est enregistrée, on va la regarder, après on va la vulgariser. Donc, c'est pas qu'il y a un support derrière. Maintenant, à côté, j'ai l'habitude et ça va être encore plus accéléré à partir de janvier. Vous contacterez sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous êtes dans le réseau marché public aussi. Si vous êtes là aussi sur LinkedIn, vous allez voir que on va publier de plus en plus de carousels. On l'a toujours fait. On est en train de réaménager le modèle en termes de fond et de forme. Et c'est finalisé déjà, mais à partir de janvier, on va lancer les nouvelles vagues de carousels. Et je pense qu'il y a l'un des carousels qui sont sur les risques de la durabilité. Donc, on aura le temps de partager ces aspects-là, même si ce n'est pas comme un format de présentation, ce sera au moins des carousels. En comptant sur le fait que chacun va faire des efforts à son niveau pour mieux apprendre. Et aussi participer à nos formations hein, au niveau du cabinet, les formations qu'on organise en durabilité. Vos administrations pourraient vous envoyer, je sais que vous voyez probablement, donc vos administrations, selon les moyens, pourraient vous envoyer. Monsieur Sounouvo, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression, Sonayon, j'ai l'impression que c'est le Bénin, n'est-ce pas? Voilà, je serai à Cotonou, je pense, dans quelques semaines pour une formation en durabilité marché public, justement.
Je pense qu'on a envoyé les dossiers au niveau des administrations, on a saisi les administrations béninoises pour cela. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Sonayon. Vous, je vous ai déjà répondu. Merci. Je pense que Monsieur Daye, merci également à vous. Monsieur Daye qui est de la maison quasiment, hein. D'accord. Qui d'autre? Il n'y a plus de questions? D'accord. Je vais répondre déjà directement. Donc, je vais remercier ceux qui ont posé des questions. Les autres ont dit qu'ils ont très bien compris, c'est rassurant. Monsieur Aoukou a parlé de la cartographie des risques. C'est vrai, j'en ai parlé de toute façon, moi-même, c'est moi qui en ai parlé, qui a abordé cela. Je disais qu'on ne pouvait pas faire des critères, en fait, sans la cartographie des risques derrière. Mais la difficulté que nous avons vue dans nos environnements, c'est que la cartographie des risques est un outil nécessaire. Mais au même moment, c'est que son premier défi, c'est qu'il est obligé d'être agile. La cartographie des risques, c'est un outil. Les gens ont tendance à penser que c'est un outil qu'on dépose dans un tableau et chaque année, on vient le questionner. C'est pas vrai, hein. C'est un outil qu'on ajoute au fur et à mesure, chaque jour, en fonction, parce que le risque qui était grave peut ne plus être grave demain. Il faut l'ajuster au fur et à mesure. Il y a un risque qui existait hier, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Il y a un risque qui n'existait pas, mais qui existe aujourd'hui. Donc, on l'ajuste au fur et à mesure. Donc, c'est un tableau, c'est un document, c'est un tableau archive. Ce qui fait que c'est un outil de pilotage même de la performance en marché public. La cartographie des risques, c'est un outil de pilotage de la performance. Mais le souci, c'est que très peu savent définir cela par rapport au phasage des marchés, planification, passation et tout le reste, contrôle, audit, toutes les fonctions, les risques qui vont avec. Et ils n'arrivent pas à savoir les facteurs qui influencent les risques. C'est-à-dire comment questionner les facteurs qui influencent ces risques-là. Vous allez voir que les deux outils basiques qu'on utilise, c'est PESTEL et SWOT pour questionner ces risques-là. Parce que les risques sont, certes, vont être générés à travers les éléments intrinsèques, internes. Quand vous regardez, vous allez voir que vous-même, vous risquez de générer des risques à travers votre manière de faire, par exemple, un risque opérationnel. Vous pouvez générer, par exemple, à travers vos retards de paiement récurrent. Mais vous pouvez avoir aussi un risque qui est lié à quelque chose qui vous échappe. Le fait qu'on prenne une disposition juridique en conseil des ministres, par exemple, dit quelque chose, ça change votre manière de faire en marché public, vous n'avez pas le choix, vous l'assumez. Donc, il faut être en mesure de surveiller pour savoir quels sont les éléments qu'on utilise en fait pour cartographier et comment est-ce qu'on fait face à cette agilité-là de la cartographie des risques. C'est ça le défi. Parce que sans ça, vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez même pas critériser. Parce que les critères, si vous voulez utiliser des critères environnementaux, c'est parce que vous voulez atténuer des risques environnementaux. Mais quels sont ces risques-là? Vous devez savoir sur tel marché, voilà les risques qu'on a. Parce que ça peut changer d'un marché à l'autre. Donc, sur ce type de marché, voilà les risques auxquels il faut faire attention. Vous êtes d'accord avec moi que les risques environnementaux ne sont pas les mêmes sur un marché de construction de route que sur un marché de construction d'un bâtiment. Les deux sont des marchés de travaux, mais la nature du marché change. Et vous allez avoir deux bâtiments qu'on va construire, R+10, R+10, mais l'un est à Cotonou, l'autre est à Parakou, vous n'avez pas les mêmes risques. Parce que les risques environnementaux à Cotonou, il va falloir qu'on utilise certains matériaux qui vont faire que ça peut tenir par rapport au vent marin, à l'air marin, alors qu'à Parakou, ce n'est pas le cas. Vous voyez que ça change les données. Pourtant, c'est les mêmes bâtiments qu'on veut construire. Imaginez alors si vous avez un marché à rôti, ça veut dire que c'est chaque fois que vous devez accueillir des risques en fonction de la zone où vous devez faire les travaux. Vous voyez, ça, c'est l'exemple que je vous donne. Et ça, ce n'est pas facile à faire pour le SPM. Pourquoi? Parce que le SPM est déjà, il est tellement déjà dans le pratique. Si vous nous demandez d'aller faire ce travail supplémentaire, vous dites, mais quel temps moi j'ai pour faire ça? Je suis toujours en réunion, en commission d'évaluation, en ouverture, en temps en train de rédiger les dossiers. Pour ne pas, mais tu me demandes encore d'aller faire cartographie des risques à part, je ne peux pas faire ça. Donc, malgré sa bonne foi, il a du mal à le faire. Et c'est pour ça, moi, j'estime qu'il faut l'automatiser. Et honnêtement, hein, je vous donne une solution. Vous ne pourrez peut-être pas l'appliquer immédiatement. Mais la seule chose qui nous permet de faire ça, c'est une approche duale. Un, il va falloir que l'humain cartographie les risques en fonction de la typologie des marchés. Vous prenez par exemple 2025, si on veut mettre une bonne matrice de cartographie des risques, on parlait de 2015 à 2025. 10 ans. On prend quels sont les marchés qu'on a les plus passés par typologie, par type, travaux, fournitures, services courants, prestations intellectuelles. Quels sont les marchés qu'on a le plus passés dans les 10 ans? Il y a un qui sera en top 1, un qui sera en top 2, un qui sera en top 3. On prend les top 7 des marchés.
Et ça veut dire qu'on a 7 marchés fois 4, c'est-à-dire 4 types. 7 marchés fois 4, supposons, c'est un exemple que je donne. Ça fait 28 marchés. On met les outils de cartographie des risques sur les 28 marchés, selon leur typologie. Et maintenant, sur les 28, ces outils-là vont devenir agiles en fonction de certains paramètres. Donc, on va te dire, sur le marché de construction de bâtiments, par exemple, si c'est dans le top 7 des travaux, on peut te dire, sur le marché de construction de bâtiments, voilà les outils, voilà les éléments sur lesquels il faut faire attention, que tu dois questionner avant de faire ton cahier de charge. Tu dois questionner, par exemple, l'environnement dans lequel tu dois le faire. C'est un risque. Tu dois questionner, par exemple, la législation. Est-ce que la législation en matière, tu dois, par exemple, questionner l'ordre des géomètres, par exemple. Il y a beaucoup de choses que tu dois questionner. Donc, et c'est pour ça qu'on utilise, par exemple, les outils PESTEL aujourd'hui. Mais le PESTEL, il n'est que stratégique, hein, il y a les détails dedans. Tu dois questionner l'environnement politique, l'économique, est-ce qu'il y a des incidences économiques, le social, le technologique, l'environnemental et le juridique, par exemple. Donc, il y a tant d'éléments. Et ça, c'est difficile. Quand tu le fais au début, tu le maîtrises. Mais l'agilité est compliquée parce que tu es obligé d'aller changer ça à chaque fois. C'est là c'est compliqué. L'agilité est compliquée. Alors que c'est obligatoire. Donc, il faut déposer les matrices. Et quand on dépose les matrices, il faut que ces matrices-là soient mises à jour par un outil externe. Si l'humain doit mettre ces matrices-là à jour, c'est compliqué. Il va falloir dédier une cellule carrément pour ça, dans votre outil, qui est là pour surveiller tout ça et modifier les matrices. Ce qui fait que vous, à chaque fois que vous voulez passer un marché du même type, vous allez regarder la matrice et voir quels sont les risques actuellement à jour. Ok, le conseil des ministres a pris telle décision pour dire, par exemple, que on utilise plus tel type de taux sur les marchés de travaux. Donc, c'est un risque juridique, c'est un risque automatiquement que d'enlever. Donc, il faut le critériser. Donc, tout ça, c'est une disposition, c'est une question d'organisation. Mais encore une fois, quand c'est l'humain qui doit faire tout ça, c'est complexe. C'est pour ça, quand l'humain travaille, il va falloir aujourd'hui, le meilleur outil pour rendre ça agile, c'est que l'humain travaille pour cartographier tous les risques. Mais la méthode d'agilité, vous n'êtes pas obligé de confier ça tant à l'humain qu'à l'intelligence artificielle. C'est elle qui peut vous aider. C'est une intelligence artificielle avancée qui peut vous permettre à tout moment d'ajuster les matrices de cartographie des risques. Et vous, à tout moment, vous devez savoir au moment où je lance un marché, voilà les risques. Au moment où je d'évaluer, voilà les risques. Tout moment, chaque jour, si vous voulez, chaque 3 heures, vous pouvez aller questionner la matrice de cartographie des risques, vous dire, voilà mon marché, quels sont les risques auxquels je suis exposé actuellement. Et vous les regardez, vous les atteignez. Parfois, il y a des risques que vous n'avez pas pris en compte lors de l'élaboration du dossier d'appel à concurrence. Pas parce que vous ne les maîtrisez pas, mais parce que ça n'existait pas en ce moment. Mais avant l'évaluation, ce risque-là est généré. Vous faites comment? Donc, vous devez l'intégrer quand même. Vous n'allez pas rester pour dire, bon, moi, je ne l'ai pas pris en charge, donc j'oublie. Il va te frapper. C'est pas toi qui décide. Donc, c'est un travail qui, à mon avis, se fait avec 70% de l'humain et assisté vraiment par les outils d'intelligence artificielle à 30%, à mon avis. C'est très important. Ce sont ces outils d'intelligence artificielle qui vont aller chercher les relevés des conseils des ministres. Parce que l'outil d'intelligence artificielle, tu le connecte aux sources. C'est ce qui est important. Tu peux lui dire, chaque relevé du conseil des ministres va sur le site du gouvernement, gouv.bn, par exemple, c'est le cas du Bénin. Regarde la partie relevé du conseil des ministres, je t'envoie le lien, c'est là qu'il est. Tu regardes. Il y a une décision qui aura tendance à influer de mes marchés, tu me notifies ça en même temps. Tu me dis en même temps pour que moi je sache. Là, tu n'as pas tout le temps, tu n'es pas obligé de tout le temps aller lire chaque mercredi un relevé du conseil des ministres. Tu peux le connecter à une presse locale pour avoir des informations sur les enjeux sociaux. Sur les enjeux sociaux. Tu peux le connecter à des directives de bailleurs pour voir qu'est-ce qui est en train de se faire. Tu peux le connecter au site de l'RMP, la partie où les recueils. Tu peux le connecter à toutes les décisions de l'autorité de régulation pour lui dire, chaque fois qu'il y a une décision de l'autorité de régulation, un arrêt, regarde-moi dedans et dis-moi qu'est-ce que moi je dois intégrer rapidement. Donc, vous voyez, ce sont des choses qu'on peut faire. Mais il faut que l'humain travaille d'abord correctement et que l'outil ne reste qu'un outil qui ne décide pas, qui reste un outil pour vous aider à aller un peu plus vite. C'est tout ce que moi, c'est le meilleur schéma que je vois actuellement. Maintenant, c'était peut-être d'autres propositions, puisque, bon, quand l'humain doit agir à 100%, à vrai dire, c'est très compliqué. On tient juste quelques jours après, on oublie, hein. Allez demander aux gestionnaires des risques qui doivent faire ça, qui font ça parfois par an, là. Ils vont vous dire. Quand ils font ça, mais quand ils reviennent l'année passée, les gars n'ont pas bougé. L'année prochaine, les gars n'ont pas bougé. Parce que personne n'a eu le temps de se mettre sur ça de façon agile sur un an. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Monsieur Aoko. Monsieur Lompo, bien sûr, les trois peuvent se mettre dans un dossier. C'est pas incompatible. Les trois axes de la durabilité ne sont pas mutuellement exclusifs. Au contraire, elles sont complémentaires. Vous pouvez avoir des critères environnementaux, sociaux et aussi économiques. Maintenant, j'ai compris que celui qui vous pose plus de problème, c'est le critère économique. C'est vrai, ce que vous avez dit. C'est pas courant de le voir.
Il y a même beaucoup de S1 qui me disent, nous, on n'a jamais fait une évaluation sur le coût du cycle de vie. J'ai jamais vu ça. Je sais que ça existe, mais moi, j'ai jamais fait. Il y en a qui te disent ça. Je me dis, non. La législation aujourd'hui vous autorise à le faire à travers l'offre la plus avantageuse, qu'on appelle même encore l'offre économiquement la plus avantageuse. Si même dans votre pays, c'est offre économiquement la plus avantageuse qui est utilisée, c'est même une camisole de force pour vous amener vers le coût du cycle de vie en réalité. Personne ne peut vous faire une formation dans une autorité de régulation de vos pays là. Aucune autorité de régulation ne peut vous faire une formation sur l'offre économiquement la plus avantageuse et ne pas vous expliquer le coût du cycle de vie et comment le faire. C'est impossible. C'est obligatoire. C'est même à ça que ça fait appel quand on dit l'offre économiquement à la plus avantageuse. Ça veut dire que c'est le pilier économique même, c'est sur ça qu'on s'assied plus. Vous voyez un peu? Donc, il va falloir que nos législations puissent vraiment vous donner les outils, que ça ne soit pas juste mis dans les codes. Non, il faut que les dossiers types aussi en tiennent compte. Il ne faut pas mettre ça seulement dans les codes ou dans un décret désormais, il faut faire. Non, d'accord, mais comment tu demandes qui va se lever parmi vous là pour tenter quelque chose qui n'est pas dans les dossiers types et avoir des problèmes? Donc, la personne doit dire, mais moi, tant que je n'ai pas mis dans les dossiers types, je reste obéissant, je ne fais pas. Le jour, ils vont modéliser ça dans les dossiers types, je vais l'utiliser. Je n'aurai même pas le choix. Donc, ça revient à ce que je disais, il faut modéliser ça. Quand on ne modélise pas, ça ne paraît pas plus facile et ce n'est pas, ça n'oblige personne à faire. Donc, voilà un peu. Pour ceux qui vont tenter de faire, ils risquent de faire selon leur compréhension de la chose et ça peut marcher comme ça peut leur créer des problèmes. Donc, c'est un couteau à double tranchant actuellement. Donc, il va falloir que les États prennent leurs responsabilités pour modéliser et que cela se transcrive dans les dossiers types. Voilà un peu ce que je peux vous dire, monsieur Long. Merci beaucoup. Monsieur Seoni Adama, comment éviter que la durabilité ne soit utilisée comme prétexte à une argumentation injustifiée des coûts? Je n'ai pas très bien compris, hein. Je relis. Comment éviter que la durabilité soit utilisée comme prétexte à une augmentation injustifiée des coûts? Ah, mais monsieur Seoni, je vais vous dire, hein, par expérience. Il faut que je sois honnête envers vous. Les marchés durables ont un coût, ça coûte cher. Il ne faut pas se mentir. Comme on dit, manger bio, là, ça a un coût. Donc, vous ne pouvez pas verdir c'est-à-dire rendre durable votre marché et vous attendre à des tarifications. Je préfère utiliser le mot tarification pour ne pas dire coût ou prix, qui seront les mêmes que si vous étiez en offre la moins disant sans critères durables, hein, c'est clair. Ça s'assume. Quand vous décidez de rendre vers vos marchés, d'utiliser des critères sociaux et autres, ça s'assume, hein. Ça a un coût. Il ne faut pas l'oublier derrière. Donc, vos prévisions financières doivent aussi tenir compte de ça. C'est très important. C'est très intéressant. Donc, c'est lorsque vos prévisions financières ne tiennent pas compte de ça, c'est-à-dire que vous voulez rendre vos marchés là sont selon l'approche durable. Mais vous refusez de faire l'évaluation financière à la planification comme si c'était un marché durable. C'est là que vous allez avoir des augmentations. Parce que tu as mis 1000 francs à l'évaluation. Tu dis que le marché doit être vert. Mais ton 1000 francs là, il vient de l'historique d'un marché non vert. Mais quand tu veux utiliser toujours le 1000 francs là pour un marché vert, mais quand ça va sortir à 1500, télévision, tu vas dire non, c'est trop cher. Et après, c'est des avenants qui vont venir, des problèmes, tout ça. Donc, il faut se préparer à absorber la durabilité aussi, hein. Et c'est même pour ça que beaucoup d'autorités contratantes aujourd'hui ne vont pas fermer les yeux pour dire, mais durabilité là, c'est pour les blancs. Nous, on n'a pas encore l'argent. Durabilité, même les matières durables coûtent cher généralement. Et nous, on n'a pas encore l'argent pour assurer ça. Donc, laissez-nous d'abord, on va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, on veut d'abord être rassasiés avant de savoir si on a bien mangé, si ce qu'on a mangé de qualité, en griffe. Donc, beaucoup vous disent durabilité, là, on est d'accord, hein, on n'est pas contre. Mais s'il vous plaît, permettez-nous d'abord de régler nos petits problèmes d'abord que nous avons. Nous étions tellement de petits problèmes urgents. On va régler ça d'abord. Et quand on va finir, on va voir maintenant, quand on va atteindre le niveau, on va voir maintenant si on peut continuer à être de plus en plus durable. Ça, on va voir. Donc, voilà un peu le débat qui est fait à ce niveau. Comment concilier les impératifs économiques immédiats et les objectifs de durabilité à long terme? Ce n'est que par l'actualisation des coûts. C'est la seule méthode. C'est-à-dire parce que quand tu es dans le coût total de possession, tu es obligé d'évaluer quelque chose qui va se faire dans 9 ans. Mais tu l'évalues maintenant au coût d'aujourd'hui. Tu vois un peu? Le coût total de possession, justement, c'est pour ça on utilise tous les coûts actualisés. Quand vous avez les coûts, il faut d'abord les actualiser avant de les totaliser, retirer de la valeur résiduelle pour voir maintenant le coût cycle de vie. Donc, la meilleure manière de réussir les impératifs économiques immédiats avec les objectifs de durabilité à long terme sur le plan économique, ce n'est que par les facteurs d'actualisation. Donc, c'est l'actualisation des coûts qui permet de faire ça. Et vous avez des formules et des prévisions d'actualisation.
C'est ce que je disais. Quand vous commencez à présenter ça clairement, là, ce que je vous dis là, si on ne peut pas présenter ça dans la réalité, certains vont vous dire, mais ça, moi, je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que ça, c'est trop de mathématiques, c'est trop de calcul. Donc, il faut éviter vraiment de faire peur aux gens, leur montrer que c'est en fait simple, il faut juste le modéliser. C'est mon avis. Donc, merci beaucoup à vous, que Dieu vous bénisse également. Madame Safouratou Akpaki Abdou, elle a le prénom de ma mère en plus. Merci à vous également, Madame Akpaki Abdou. HP, je suppose que c'est Monsieur Lompo. Merci à vous également. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes vos préoccupations et je ne peux que vous remercier de votre patience, de votre fidélité. Vous êtes toujours avec moi, même quand c'est à quelques heures qu'on vous dit, bon, il y a un thème organisé, vous essayez quand même d'être présent pour suivre avec nous. Ça fait plaisir. Ça nous amène à travailler davantage pour vous donner le meilleur de nous-mêmes, pour le bien de la commande publique en Afrique. Parce que je refuse que chaque fois on soit là et que ce soit d'autres pays qui adoptent d'ailleurs qui viennent nous dire il faut faire. Non. On va inverser la tendance dans quelques années. C'est nous qui allons développer de meilleures manières de faire les marchés publics pour que des pays européens même viennent s'inspirer de nous. Parce qu'ils vont comprendre qu'on est en avance. Et ça, on en est capable. On en est capable. On a les leviers pour ça. Aujourd'hui, vous allez voir la coopération sud-sud a commencé par se renforcer en marché public. Eh bien, la coopération nord-sud, elle est bel et bien possible, mais on peut commencer par inverser un peu la tendance. Moi, ça me fait plaisir quand j'anime certaines activités, quand je fais par exemple certains webinaires et autres, je propose des formules de résolution de problèmes en marché public, mais c'est les gens en France qui m'écrivent pour dire, mais ce que tu as te dit là, mais même nous, on n'a pas atteint ce niveau, mais on ne savait pas que c'était possible. Explique-nous ça. Et quand tu leur expliques, ils disent, ah, c'est très intéressant. Nous aussi, on va voir comment intégrer ça chez nous. Donc, c'est pour vous dire que nous aussi, là, on peut leur proposer des choses. Hein. On peut mettre en place des choses, ils vont s'inspirer de ça. Ce n'est pas exclu. Moi, j'ai vu des Français, il y a beaucoup de Français avec lesquels je travaille qui me suivent, qui me disent, ah, ce que tu es en train de dire là, c'est important. Merci pour ça. Parce que contrairement à ce que vous pensez là, eux, ils ont des problèmes hein, en marché public. Tout ne roule pas comme vous croyez. Durabilité, ils ont aussi des problèmes en marché public. Hein, là-bas, durabilité. Ils ont des problèmes sur e-procurement aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont très avancés sur les outils que nous, qu'on pense que non. Voilà. Et il ne faut pas aussi oublier qu'on est capable aussi de faire nos solutions maison. On n'est pas obligé d'aller tout importer, pitié. On a la matière grise qu'il faut parfois au plan local. On a des bonnes personnes capables de bien faire. Il faut juste bien les trouver, bien les sélectionner. Et on va avoir des solutions locales qui vont même impressionner le monde. C'est bel et bien possible. Certains pays l'ont montré, l'ont démontré. Et aujourd'hui, arrivent à faire des choses impressionnantes avec uniquement des solutions locales. Donc voilà un peu le plaidoyer que je vais faire pour finir cette animation-là, cette causerie-là. Merci à vous et je vous dirai très bon week-end et bon retour dans vos familles respectives et que Dieu vous garde. Merci beaucoup.